Hey, hey! Donc, on se retrouve avec mon petit cellulaire pour parcourir ensemble des publications Instagram qui sont issues de la culture des diètes. Au début, j'avoue que j'avais envie de faire une espèce de jeu questionnaire et de vous poser la question, est-ce que c'est une publication problématique ou est-ce que c'est une publication inspirante? Puis là, finalement, je trouvais que c'était un peu compliqué à mettre en place, mais peut-être que je pourrais le faire éventuellement. Donc, si c'est un concept que tu aimes, dis-moi en commentaire. Mais pour le moment, je vais donner mon avis de nutritionniste par rapport à des publications que j'ai prises sur mon cellulaire. Donc, je les ai mis dans un album photo qui s'appelle Culture des diètes. Et dans l'album, comme tu vas pouvoir le voir à l'écran, j'ai gardé plusieurs inspirations. Donc, je vais te dire pourquoi j'ai classé ces différentes publications-là dans cet album-là, parce que je crois que ça va t'aider à avoir un avis plus critique face à ce qui t'est présenté sur le web, à mieux comprendre pourquoi il faut faire attention, en fait, à ce qu'on voit, pourquoi est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur notre façon de percevoir les aliments. Ça peut nous porter à catégoriser certaines choses, mais là, je vais commencer sans plus tarder avant de t'en dire trop. Première publication, sexe et perte de calories. On peut-tu faire l'amour pour le plaisir, pour le fait d'avoir un beau moment passé avec une personne qu'on aime, parce que c'est agréable, plutôt que pour dépenser des calories pour pouvoir manger d'autres choses? C'est quoi? Ça me brise un peu en dedans. Donc, tu vois les minutes de durée du rapport. Fait que là, tu sais, mets ton cellulaire sur ta table de chevet, là, puis là, vous faites l'amour. Puis là, si vous réussissez à atteindre 20 minutes, tu as le droit à ta bière. Si vous atteignez 45 minutes, tu as le droit à un frappuccino. Ça me donne un peu cette drôle d'impression-là. C'est comme une vibe bizarre que je perçois lorsque je regarde ça. Peut-être que leur objectif, en fait, c'était juste de nous dire que lorsqu'on fait l'amour, on dépense des calories. Puis que ces calories-là, ben, ça peut être une bonne quantité de calories, puis que ça peut équivaloir à la même quantité de calories qu'on consomme en mangeant certains aliments. Mais en même temps, pourquoi faire une équivalence en termes de calories? Pourquoi aussi considérer que chacun des rapports sexuels va nous faire brûler autant de calories? Je veux dire, des fois, je suis plus active, des fois, je suis moins active. Ça dépend toujours du style puis du moment. Là. Je veux dire, un bon coup, tu ne vas pas te forcer à faire l'amour d'une certaine façon parce que tu brûles plus de calories si ça ne te plaît pas. Ah! Tout là-dedans me dérange infiniment. Je sais que c'est peut-être une joke aussi. C'est peut-être une joke. On va garder ça sur le dos de c'est une très bonne blague. Ici, maintenant, avec le concept de la toast au fromage, donc sur la première, on a 100 g de fromage. On s'entend que là, il y a des grammes, il faut calculer. Sur la deuxième, on a 30 g de fromage. Et là, celle-là, c'est sous contrôle. Tout est parfait. Yes, thumbs up, parce que c'est pas beaucoup de calories. Fait que c'est un snack que tu peux vraiment apprécier. Puis à gauche, on avait aussi noté que c'était out of control, donc c'est pas en contrôle, et que c'est 511 calories, c'est 11 calories, puis c'est nécessaire, en fait, de couper la quantité de fromage pour pouvoir avoir un snack qui est approprié. Comme si le fait de manger plus, c'était de ne pas avoir nécessairement de contrôle sur soi. Ça m'arrive souvent de manger une plus grande quantité d'aliments parce que j'ai faim, parce que mon corps en a besoin. Pourquoi on devrait se sentir coupable? Je ne sais pas. Ça dit en bas que si la perte de poids est désirée, le fait de restreindre les portions est une bonne façon de pouvoir atteindre l'objectif. Là, comme tu pourras voir, il y a comme plein d'autres exemples avec du granola puis du lait. Avec de la crème glacée en plus petites portions, comme si c'était la fin du monde de manger une plus grande quantité. Genre, out of control, oui, mais tu sais, peut-être que j'avais faim, peut-être que c'était la seule affaire que j'avais sous la main, peut-être que j'avais juste envie de manger ça. Les noix, même chose, comme si c'était vraiment grave d'en manger plus. Oui, c'est plus dense en énergie, mais tu sais, on s'en fout, un bon coup, là. Notre corps a aussi besoin d'énergie, même chose pour le vin. Le vin, maintenant, c'est sérieusement, genre, je trouve ça un peu déprimant de voir les aliments comme étant des calories, tout simplement. Puis, ça nous donne comme l'impression, oui, OK, tu as le droit de manger ces aliments-là, ils sont pas interdits. Mais en même temps, tu n'as pas le droit de dépasser une quantité, parce que cette quantité-là, c'est la quantité adéquate. Tu es une bonne personne si tu restes dans la quantité qui n'est pas abusive. En même temps, on s'entend que tout est une question de perception. Ici, c'est la même chose, c'est des espèces de suggestions d'ingrédients, d'aliments à manger lorsqu'on a envie de sucrer, mais qu'on ne veut pas consommer trop de calories. Tu sais, c'est comme des
façon de régler le craving, mais en même temps, ça le comble pas pour de vrai, là. Je veux dire, comme, c'est pas vrai qu'en consommant des fruits, ton goût de chocolat va disparaître. Je veux dire, c'est pas la même chose. C'est dans deux classes à part. Puis après ça, si on parle de solutions allégées, souvent, c'est encore plus ultra transformé. Ça contient encore plus d'ingrédients qui sont pas nécessairement optimaux pour la santé. Fait que c'est comme une façon, encore là, détournée de venir se restreindre en se permettant certains ingrédients qui sont peut-être moins denses en énergie, qui vont peut-être régler l'envie de sucrer pendant un petit bout. Mais dans le fond de ta tête, là, tu vas quand même toujours avoir l'envie de la vraie option. L'option qui risque de te satisfaire davantage. Et c'est drôle parce que souvent, moi, ça m'arrive, je ne sais pas si ça t'arrive également, mais des fois, je vais manger un dessert qui est super dense, puis je vais en prendre juste une petite quantité, là, quelques bouchées par exemple, puis je vais me dire, oh, OK, finalement, j'en avais même pas si envie que ça, ou finalement, ben, j'en ai eu assez pour le moment, puis je pourrais en reprendre plus tard. Alors que si j'avais pas pu manger ce dessert-là, j'aurais toujours pensé, j'aurais toujours été obsédée par ça. Ça aurait été dans le fond de ma pensée sans arrêt. J'aurais cuisiné autre chose, puis j'aurais toujours rêvé dans le fin fond de moi à cet aliment-là, qui était même pas si bon que ça. Oh my gosh, celui-là, là, vraiment un des meilleurs exemples de comment truquer son corps pour essayer de ne plus percevoir la faim, alors que c'est quand même très, très important d'avoir faim. Hein? La faim, c'est la chose qui nous pousse à nous alimenter. C'est la chose qui nous pousse à fournir à notre corps des nutriments pour venir faire fonctionner les différents organes, pour venir réparer les tissus, pour venir... Tu sais, il y a des personnes qui vont avoir une grossesse, par exemple, mais qui vont continuer à manger de cette manière-là en suivant des trucs pour perdre du poids pendant leur grossesse. Ça fait pas de sens. Tu construis un humain. Genre comme... C'est vraiment dangereux. Donc là, ici, on peut voir le truc de boire toujours un verre d'eau avant le repas. Oui, tu peux être hydraté, c'est bien de boire, mais tu n'as pas te forcer à boire ton verre d'eau avant de manger, c'est pas nécessairement une idée. Tu peux boire pour t'assurer de ne pas avoir soif aussi. Des fois, on peut confondre les deux. Mais autrement, c'est vraiment une technique problématique. T'assurer d'avoir beaucoup de protéines, beaucoup de fibres. Oui, c'est sûr que ça va t'aider à te sentir mieux après le repas, mais tu n'es pas obligé de le faire à chacun de tes repas de façon stratégique et catégorique. Manger de la gomme, c'est souvent une technique qui est utilisée pour détourner la faim et pour ne plus penser à ça. Ça peut être touché, ça peut être encore dans le côté plus trouble alimentaire, fait qu'il faut faire attention. Sinon, l'autre, la règle de pas de deuxième platé, donc tu n'as pas le droit de te servir de nouveau jamais. Au contraire, moi, je pense qu'on devrait se servir de nouveau si on a faim. C'est dans la logique des choses. Puis moi, en fait, j'aime mieux te suggérer de prendre une plus petite portion au début, de te faire une assiette satisfaisante, mais peut-être un petit peu plus petite que ce que tu aurais fait, de la manger lentement et de te resservir si nécessaire. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir plus écouter ton corps parce que c'est vrai que c'est dur d'arrêter de manger quand il en reste dans l'assiette. Il en reste. Tu as tout le temps peur de gaspiller et tout ça, là. Mais tu sais, si tu l'as mis au frigo de côté et que tu peux te resservir parce que tu le sais très bien que c'est toujours disponible, il y a beaucoup moins de stress. L'affaire de tracker tous les aliments que tu manges, oh my god, j'ai fait des liens avec plein de mes vidéos. Je veux d'ailleurs faire une vidéo d'analyse de If It Fits Your Macros. Ça fait longtemps que j'en parle, je ne l'ai pas faite non plus. Je vais parler de Weight Watchers aussi, qui est encore un système de comptage de points qui voit un peu un comptage de calories. Le fait de peser des aliments, ça devient obsessif. Je l'ai déjà fait dans ma vie et je le confirme, ça rend fou. Ça rend vraiment fou. On s'en rend pas toujours compte. C'est un petit peu genre subtil. Puis ensuite, là, s'assurer de ne pas avoir de trigger food, donc des aliments qui sont plus denses en énergie, des aliments qui nous plaisent, dans le fond, à la maison. Donc, c'est comme la même affaire que de les mettre dans un plat puis de barrer le plat. Là. Tu sais, c'est une autre façon détournée de se punir puis de ne pas se permettre, en fait, d'avoir une belle variété d'ingrédients disponibles. Parce que quand on en a envie, on devrait pouvoir manger des chips. On devrait pouvoir manger du chocolat parce que ça fait partie de la vie. Puis quand tu fais la paix avec ces aliments-là, bien, tu réussis beaucoup plus facilement à savoir si tu en as vraiment envie. Je pense que cette recommandation-là, ça ne fait qu'empirer la notion selon laquelle il existe des bons et des mauvais aliments. C'est pas vrai. Les aliments, c'est des aliments. Puis on devrait les mettre sur un même pied d'égalité en termes de relation avec eux. On ne devrait pas se sentir mal de manger certaines choses qui nous font du bien. Puis on devrait pouvoir manger en écoutant pour de vrai nos signaux, nos envies. Donc ça, c'est vraiment des principes de base. Et je vais terminer avec une dernière petite publication à analyser, laquelle je pourrais prendre.
Celle-là est divine et elle fait un peu un lien avec une vidéo que je vais vous faire aussi prochainement. La fameuse cellulite. Là, et c'est-tu triste? C'est fou à quel point on est plusieurs à sentir mal parce que notre corps n'est pas comme celui des femmes sur les magazines. Parce que notre corps, il y a des petites bosses, des petits creux, des petits bourrelets, des petits poils. C'est pas grave, OK? Puis ces trucs-là, c'est des trucs pour combattre la cellulite, mais on s'entend que le piment, le thé vert, le chocolat, les bleuets, le saumon ou le hummus, ça ne fera pas de différence considérable au niveau de ta peau. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de fausses croyances qui entourent ça, notamment au niveau de la supplémentation en collagène. Ça, je vais en parler prochainement aussi. Je sais qu'il y a plusieurs programmes de diète et d'autres recommandations qui suggèrent de prendre des suppléments de collagène sous forme de poudre habituellement. Et je vais vous faire une revue de la littérature par rapport à ça pour vous revenir parce que je pense que c'est très mélangeant et ça nous donne l'impression que ça peut vraiment fonctionner et être super efficace à court terme aussi souvent, alors qu'il n'y a pas grand preuve de ça à part des anecdotes. Mais il faut comprendre que la cellulite se forme lorsqu'il y a une accumulation de gras sous la peau. C'est sûr que si tu perds du poids, tu vas peut-être avoir un peu moins de cellulite, mais en même temps, c'est une question de génétique également. Donc, il y a des personnes qui vont être plus minces, qui vont avoir de la cellulite naturellement toute leur vie. C'est comme les vergetures aussi. Il y a des gens qui en ont plus, des gens qui en ont moins, puis c'est ça qui fait de nous. Ça nous rend humains, puis on est des humains. C'est comme ça qu'on est. Je pense sincèrement qu'il y a des moyens de s'entourer de personnes qui ont des corps différents, qui ont des corps qui sont plus gros parfois, qui ont des corps qui sont plus minces, puis d'avoir une belle variété de figures d'inspiration pour pouvoir réaliser que ça change quoi au final de quoi on a l'air. Ça devrait pas changer grand-chose à mon avis. Fait que voilà ma petite vidéo par rapport à tout ça. Ça a été truffé de petites réflexions, plein de petits concepts qui ont été abordés. Si tu veux en savoir plus, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas aussi de liker la vidéo si tu veux voir plus d'analyses de publications sur Instagram ou plus de vidéos d'analyse en général. Dis-moi si tu veux voir la vidéo sur le collagène également en commentaire. Et mes petits likes à la vidéo. N'oublie pas de la partager aussi si tu peux. Puis on va se reparler bientôt. Je pense qu'il y a encore beaucoup de beaux contenus qui sont à venir. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à mon infolettre pour être alerté lorsque je vais partager un nouveau projet qui va s'en venir éventuellement. Je travaille fort dessus. Donc, reste à l'affût pour ça. Puis un gros merci. Bye!